Bien, écoutez, bonjour à tous et toutes. Merci d'être présents à ce rendez-vous pour le premier opus de la web-série sur les ESAT et leur transformation. Web-série organisée en partenariat entre l'Association nationale des directeurs et cadres des ESAT, Handicat, l'Agence régionale de santé Grand Est et le CREAI Grand Est. Cette web-série réunira au fil de l'eau près de 350 personnes inscrites, principalement originaires du Grand Est, mais pas que. C'est dire si ces questions préoccupent actuellement évidemment les ESAT, mais également les associations de familles qui sont inscrites, et puis des acteurs de l'orientation et de l'insertion professionnelle, les MDPH évidemment, les Cap Emploi, et puis les acteurs du secteur de l'enfance également qui sont représentés dans les personnes inscrites au webinaire. Donc, une web-série constituée de 6 numéros pour aborder dans un regard transversal une problématique dédiée à la place actuelle des établissements et services d'aide par le travail dans un contexte de transformation dont on va poser le contexte et les enjeux aujourd'hui au travers des interventions de nos invités que je remercie pour avoir accepté le défi de l'ouverture. La fois prochaine, on s'intéresse à la question de l'orientation vers les ESAT à tous les âges de la vie. On donnera la parole aux chercheurs universitaires avec un retour sur un rapport de recherche élaboré par l'Université de Reims. On s'intéressera à la formation en ESAT tout au long de la vie, à l'accompagnement par le travail comme pivot de la vie sociale, y compris lorsque la vie professionnelle prend fin. Et puis la question de l'insertion vers le milieu dit ordinaire. Et on espère qu'au travers de l'ensemble de ces prismes thématiques, on va pouvoir aborder le plus grand nombre possible de questions. On est en format webinaire, c'est-à-dire que si vous êtes spectateur inscrit, vous ne pouvez pas activer ni votre caméra ni votre micro. Ça, c'est pour qu'on tente de préserver un cadre d'intervention un peu balisé, mais vous avez évidemment la parole. Pour ça, il faut passer par l'écrit. Au bas de votre écran, vous avez des petites bulles de BD, des phylactères, je crois que ça s'appelle. Q comme question, R comme réponse. Les questions, c'est vous. Les réponses, ça sera les intervenants à qui on relaiera les questions que vous vous posez. Ce webinaire est enregistré. Vous le retrouverez intégralement en ligne sur le site du CREAI, sans doute de l'Agence régionale de santé, peut-être aussi le site d'Handicat. Enfin, voilà, en tout cas, vous aurez moyen de retrouver on va dire la trace des échanges si d'aventure certains de vos collègues n'ont pas pu assister à un rendez-vous qui les intéressait. Voilà pour la présentation transverse je présenterai chacun au fil de l'eau et on va donc commencer par la direction de l'autonomie de l'Agence régionale de santé, Agnès Gerbeau. Merci à vous, Madame Gerbeau, d'avoir accepté d'ouvrir ce webinaire sur la transformation des ESAT. Je vous laisse la parole. Merci, Monsieur Marmont. Merci beaucoup de cette invitation à ouvrir avec vous cette web-série effectivement soutenue par l'Agence régionale de santé Grand Est. Merci de votre participation à tous à ce webinaire, le premier donc de cette série qui a été travaillée, je les en remercie, grâce à l'énergie commune du CREAI et de l'Handicap. Ces temps d'échange seront l'occasion bien de vous réunir, hein, vous les acteurs concernés par l'accompagnement par le travail, de formuler et d'interroger les enjeux actuels des ESAT dans le contexte de leur transformation. Et c'est aujourd'hui sur ce contexte que je vais revenir très rapidement autour d'un rappel ou d'une présentation des grands axes du plan national de transformation des ESAT, qui vous sera complété ensuite par les intervenants sous un angle peut-être plus problématisé, plus contextualisé encore. Je vais, moi, en rester aux grandes lignes directrices de ce plan. La France compte aujourd'hui 1500 ESAT, au sein desquels évoluent presque 120 000 personnes en situation de handicap. Pour le Grand Est, ce sont 98 ESAT avec une capacité à accompagner 11 500 personnes à peu près.
Aujourd'hui, l'idée, c'est bien de positionner les ESAT dans les grandes notions des politiques publiques du handicap, les notions de parcours de la personne en situation de handicap, et notamment à l'espèce de parcours, y compris professionnel. Les ESAT participant à ce mouvement de transformation globale de l'offre d'accompagnement des personnes handicapées, avec l'articulation forte, et ça a lieu, c'est une dimension qui est présente pour le milieu du travail, mais pour l'ensemble des milieux, entre le milieu ordinaire et le milieu spécialisé, dans le cadre d'une ambition de société inclusive. Cette transformation globale, elle est bien issue de la volonté d'un droit commun autant que possible et d'un droit spécialisé autant que nécessaire, volonté qui est justement aiguillonnée par cette approche parcours qui nous impose des objectifs d'adaptabilité aux souhaits et aspirations des personnes et de fluidité. Alors, sur le champ des ESAT, vous le savez, une grande concertation a eu lieu portant sur l'évolution des structures, qui a été lancée par Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées début 2021. Monsieur Rambaud reviendra sur ce contexte et ce qui a généré cette saisine collective dans le cadre de la concertation, qui a eu un grand succès. Beaucoup de parties prenantes, professionnelles, personnes concernées y ont pris part. Et à l'issue, le gouvernement a réaffirmé son souhait de soutenir un modèle d'ESAT dont le rôle économique et social est reconnu, notamment, et on l'a vu en sortie de crise sanitaire. Donc, il a conforté ces ESAT et rappelé que l'enjeu restait d'impulser une nouvelle dynamique en confortant leur mission d'accompagner des personnes dans une trajectoire professionnelle. On voit bien la notion de parcours qui apparaît ici. Et c'est donc dans ce cadre-là que le plan de transformation des ESAT a été lancé à la mi-2021 et va se déployer, a commencé à se déployer et va continuer à se déployer de la même manière. Monsieur Rambaud vous illustrera ça très concrètement dans les années à venir. Ce plan, il s'inscrit par ailleurs dans la continuité du rapport de l'IGAS de fin 2019 sur les ESAT et entre en résonance également avec les enjeux bien connus de vous tous, d'attractivité de vos métiers, objet d'attractivité qui a été confié notamment à M. Piveteau, conseiller d'État, qui a rendu en février 2022, dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée par le Premier ministre, un rapport qui indique bien que si il est une évolution structurelle du regard porté sur le travail social au cours des 10 ou 20 dernières années, c'est bien celle qui veut que la personne accompagnée soit pleinement actrice de son accompagnement dans une logique de reconnaissance de sa citoyenneté et des droits qui s'y attachent, avec la notion de pouvoir d'agir, qui donc trouve, je trouve, une résonance particulière, donc, et sous l'angle de l'attractivité des métiers, et sous l'angle de ce plan de transformation des ESAT particuliers, qui retrouve ces notions en son cœur également. Alors, ces grands éléments étant rappelés, de quoi parle-t-on aujourd'hui précisément dans la transformation des ESAT ? On sait qu'on a des sorties d'ESAT vers le milieu ordinaire qui aujourd'hui constituent plutôt une exception qu'une règle. Et donc, l'une des idées du plan national, c'est de trouver des solutions qui soutiennent une nouvelle dynamique, et ce, au travers de 4 axes. Le premier d'entre eux, c'est de favoriser une dynamique de parcours professionnel pour les personnes en passant de l'aide à l'accompagnement. Et une des premières mesures symboliques sera de faire évoluer l'acronyme ESAT, qui est bien conservé, mais qui symboliquement devient établissement et service d'accompagnement par le travail au lieu d'aide par le travail. On est bien là dans l'affirmation d'accompagnement, de la mission d'accompagnement dans les missions des ESAT. Les parcours professionnels des personnes devront, dans cet accompagnement, être dynamisés et sécurisés au profit donc d'une orientation qui devient un parcours renforcé en emploi et permet à la personne d'évoluer librement en ESAT, en entreprise adaptée ou en entreprise ordinaire. On a bien la volonté ici, de manière corrélée, de sécuriser les trajectoires, d'avoir des possibilités d'aller-retour, de tests, sans prise de risque pour les personnes et de manière régulée. Alors pour cela, on sait que la loi 3DS, la loi relative à la différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification de l'action publique locale, est intervenue en février 2022 et notamment son article 136
dont voilà, des textes d'application doivent encore découler, mais qui pose la notion de parcours renforcé en emploi, dans le cadre duquel la sortie d'un ESAT vers le milieu ordinaire de travail s'effectue, avec l'idée de faciliter le passage des personnes travaillant en ESAT vers l'exercice d'une activité professionnelle dans le milieu ordinaire, entreprise adaptée, entreprise ordinaire classique, sans qu'il soit besoin de repasser devant la maison départementale des personnes handicapées. Cet article permet également le travail simultané et à temps partiel en ESAT et dans une entreprise ordinaire ou adaptée ou au titre d'une activité indépendante. Et puis, il permet aussi de favoriser l'accès à l'emploi des jeunes en situation de handicap en rendant automatique l'attribution de la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, à compter de 16 ans, dès lors que le jeune bénéficie déjà de la location aux adultes handicapés ou de la PCH ou d'un projet personnalisé de scolarisation. En complément, il est ambitionné que l'aide au poste versée par l'Agence de services et de paiement aux établissements soit désormais annualisée pour soutenir un parcours. Donc ça, c'était bien le premier axe sur la dynamique de parcours qui est véritablement centrale dans ce plan de transformation. On parlait tout à l'heure de réponse aux aspirations et souhaits des personnes. Le deuxième axe, c'est bien de renforcer le pouvoir d'agir des personnes en termes d'accès à la formation professionnelle, de garantie de son projet individualisé en respect de son autodétermination, d'améliorer le droit d'expression des personnes accompagnées et leur participation à la gouvernance des établissements et services qui les accompagnent, de sécuriser leurs ressources financières et de reconnaître la personne accompagnée comme un sujet de droit sans être salarié en référence aux droits existants pour les salariés. Le troisième axe, c'est d'accompagner le développement des établissements eux-mêmes, les transformer pour renforcer leur position relative dans leur parcours, en les soutenant du point de vue de leur modernisation. Par exemple, en termes d'investissement, un fonds national va être mobilisé pour permettre l'adaptation, l'acquisition d'équipements, la modernisation ou la diversification des outils de production, le recours à des prestations externes de conseil et d'ingénierie. Bref, avoir cet aspect modernisation également au sein des ESAT et puis promouvoir dans ce développement le partenariat avec les acteurs de l'accompagnement au milieu ordinaire ou le développement de compétences nouvelles ou une approche qualité. Et puis, dernier axe de ce plan, l'attractivité des métiers, j'en parlais tout à l'heure. Alors, ça dépasse bien évidemment le champ des professionnels des ESAT, mais ces professionnels ont toute leur place à prendre dans les réflexions sur cette attractivité. Et le plan porte des ambitions ciblées en termes de formation initiale et continue des professionnels des ESAT, de reconnaissance de leurs compétences et d'amélioration de leurs conditions de travail. Donc, ce plan s'insère et se nourrit dans les réflexions et les dynamiques territoriales, les initiatives des uns et des autres. Et c'est pourquoi cette web-série est particulièrement intéressante pour donner un contenu un petit peu illustré à tout ce que ce plan peut porter comme dynamique. Des travaux nationaux sont en cours pour le mettre en œuvre. Je vous le disais, M. Rambaud y reviendra. Mais je suis heureuse que cette web-série puisse se tenir puisque elle va être l'occasion d'approfondir la réflexion collective sur les différents sujets que M. Marmont a évoqués. Je vous signale juste en passant un travail en cours dans le cadre du PRITH, le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés, sur par exemple la rédaction d'un guide relatif aux transitions et passerelles entre milieu protégé et milieu ordinaire du travail. Donc on voit qu'il y a des travaux en cours, des dynamiques en cours, y compris au niveau régional, qui vont s'insérer dans ce plan. Voilà, je ne serai pas plus longue. Merci à tous pour votre attention et je vous repasse la parole, M. Marmont. Merci beaucoup, Mme Gerbaud. Et merci d'avoir d'ores et déjà vraiment posé très concrètement les 4 axes du plan de transformation des ESAT. Alors, avant d'ouvrir officiellement le webinaire, on se disait un petit peu hors caméra, comme on dit, avec Didier Rambaud, directeur d'ESAT à l'ADAPI de la Meuse, l'ADAPEM, mais ici présent en tant que président de l'Handicat, que finalement cette réforme, ce plan de transformation ne vient pas de nulle part. Il y a eu effectivement une mission IGAS que vous avez citée qui avait vocation à faire un petit peu le point sur les ESAT, et c'était ce qu'on avait mis
dans l'argumentaire de la plaquette que vous avez lue, cette mission IGAS a finalement conforté les établissements et services d'aide par le travail. De là, ça ne veut pas dire qu'il ne faille rien faire évoluer, hein, c'est bien ce que vous avez cité en souhaitant inscrire le plan de transfo des ESAT dans le plan plus global de la transfo de l'offre, mais c'est vrai que ce point de départ n'était pas neutre et loin s'en faut. Du coup, Didier, si je peux te laisser la parole, le plan de transfo des ESAT, de l'origine au contenu actuel, qu'est-ce qui s'est passé, où on en est aujourd'hui, et puis bien sûr, tu vas redire que ton association est très représentative des ESAT en France. Quel est le regard, en tant que président national, tu portes ou qu'Handicat porte sur le plan de transformation en cours? Merci à toi. Tout d'abord, merci de nous accueillir Handicap dans ce webinaire qui est important parce que je pense que les ESAT souffrent d'un déficit un petit peu de notoriété, de connaissances, et je pense que cette manifestation participera à le réduire. Donc oui, Handicap est extrêmement représentative, l'Association nationale des directeurs et cadres d'ESAT, puisqu'on regroupe à peu près 90-95% des directeurs d'ESAT au niveau national. C'est une association qui est forte de plus de 1000 membres actuellement, donc on peut véritablement parler de représentativité. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une négociation, à quelque niveau que ce soit, concernant le secteur protégé, nous sommes en première ligne, hein, puisque si on a un objet social, c'est bien la défense de ce droit fondamental, le droit au travail pour tous, et notamment, et Madame l'a rappelé, des 120 000 personnes, un peu plus de 120 000, 122 000, par le biais des temps partiels, qui sont actuellement donc, employés, qui travaillent dans les ESAT en France. Alors, on parle de plan de transformation, d'évolution, il n'y a rien de nouveau. Le mot transformation, d'évolution, c'est l'ADN même des ESAT qui sont en perpétuelle transformation. Transformation parce que leur public évolue, transformation parce que la réglementation évolue, et on va en parler, transformation aussi puisque le modèle économique n'arrête pas de bouger sous l'impulsion à la fois de la réglementation et du public qui arrive. Alors, on est en fin de mandature avec ce plan de transformation qui finalement va se mettre en œuvre avec la seconde mandature du président. Et si je retiens deux dates, c'est 2017, le nouveau président qui dit le handicap sera une des priorités de mon quinquennat. Et 2022, le plan de transformation donc, de l'offre des ESAT. Donc, on a l'impression de se dire, si on se résume à ces deux dates-là, tout va bien, tout se passe bien pour le secteur protégé. Alors là, c'est vraiment oublier ce qui s'est passé entre ces deux dates-là, parce que si on a essayé de remettre en cause le secteur protégé, et ce n'est pas la première fois et ce n'est pas fini, je dirais pendant ces 5 années-là, on a été copieusement servi. Alors pourquoi? C'est 4 ans qu'on a passé à lutter pour défendre le modèle économique des ESAT, défendre le secteur protégé, qui, je le dis depuis des années, donc est considérablement attaqué, et il le sera encore, ne serait-ce que par le biais de l'ONU, si on a le temps d'en parler un petit peu, j'en dirai quelques mots. Donc, pour nous, ces dernières années, c'est 4 ans de lutte au niveau de l'handicap, et pas seulement. Je pense que la plupart des grandes fédérations, des grandes associations étaient à nos côtés donc, pour défendre le secteur protégé en France. Ça a démarré en 2018. Je vais citer les propos, je crois, mot pour mot de notre ministre, qui disait à l'époque, donc Mme Cluzel, on a perdu assez de temps comme ça, le milieu ordinaire doit être la norme pour tous. Là, on a commencé à avoir peur. En disant, si le milieu ordinaire doit être la norme pour tous, le secteur protégé donc, va avoir énormément de difficultés. Et ça a été rapidement le cas, pour au moins 2 raisons majeures. La première, c'est une vision extrêmement réductrice de l'inclusion, limitant l'inclusion au milieu ordinaire. Ça, c'était un énorme problème. Il a fallu essayer de faire évoluer les choses pour essayer de faire comprendre que l'inclusion, ce n'est pas que le milieu ordinaire. Et je pense que chaque travailleur des ESAT, chaque moniteur le sait parfaitement quand il part sa camionnette pour faire les espaces verts le matin ou toutes les activités de prestation de services qui sont développées, les ESAT sont déjà dans le milieu ordinaire. Donc, cette vision réductrice. Et puis, une deuxième, c'était une conception extrêmement dogmatrice de la désinstitutionnalisation qui se limitait à la suppression pure et simple de la plupart des établissements. D'ailleurs, je pense que ce mouvement-là n'est pas terminé. Il y a le rapport, encore une fois, de l'ONU qui est sorti en août 2021 et qui demandait, là aussi c'est mot pour mot, je n'invente rien, l'éradication des ateliers protégés. Donc, c'est dire si les combats ne sont pas terminés pour sauver, encore une fois, protéger le secteur protégé justement en France. Alors, le bras de fer a eu un premier sommet en mars 2019 où il y a une lettre de mission qui a été signée par 4 ministres à l'époque, dont Mme Cluzel, bien évidemment, en demandant donc à l'IGAS et à l'IGF un rapport, on va en parler de ce rapport, qui est vraiment à la source même de ce plan de transformation de l'offre des ESAT, un rapport en faisant 2 constats.
Le premier, c'est de dire les ESAT, pour prendre une expression maintenant qui est connue, ils coûtent un pognon de dingue. Je ne citerai pas mes sources, en rappelant qu'il y avait 1,5 milliard pour l'ensemble des budgets sociaux, puis 1,3 milliard pour les deux postes, donc c'était considérable. Et surtout, que les ESAT n'accomplissaient pas leur mission, c'est-à-dire d'accompagner des personnes au milieu ordinaire en disant ils n'accompagnent que 7% par an de personnes. Donc non seulement ils coûtent très cher, mais en plus, ils ne remplissent pas leur mission. Quand on lit la lettre de mission, la plupart des présidents d'associations fédérations ont pensé que ça, c'était l'arrêt de mort du secteur protégé tel que l'orientation était donnée. Alors 7%, j'y reviendrai, hein, si seulement il y avait 7% effectivement d'intégration de mineurs par an. Alors bon, les chiffres n'étaient pas bons. On y reviendra. Et puis, donc, on a attendu un certain temps. Et en octobre 2019, je vais vite dans le temps, donc le rapport de l'IGA-CIGEF est sorti, et avec des conclusions, avec un rapport qui était sûrement aux antipodes de celles qui étaient attendues par ceux qui l'avaient commandé, par les commanditaires. Non seulement, on l'a rappelé tout à l'heure, il y avait une légitimisation des ESAT. En gros, le rapport expliquait que sans eux, sans les ESAT, la plupart des personnes qui se trouvent actuellement dans les établissements seraient au chômage et en situation plutôt de désœuvrement. Ça corrige aussi un petit peu le tir sur cette notion d'inclusion, où là, le rapport disait formellement l'inclusion ne se réduit pas au milieu ordinaire, donner des tas d'exemples pour montrer que le virage inclusif n'avait pas simplement une orientation, encore une fois, vers le milieu ordinaire. D'ailleurs, on avait pris deux chiffres intéressants, puisque, tout à l'heure, Handicap a un réseau extrêmement important et on peut mobiliser énormément de directeurs très, très rapidement. Et pour aider les rédacteurs de ce rapport, que je salue aussi, parce que ce rapport, c'est une référence pour nous au niveau du secteur protégé. Deux questions. La première, donc on est en 2019, on a demandé à tous les directeurs, mais en 2018, combien avez-vous réellement de sorties de travailleurs en milieu ordinaire? Et la deuxième, combien de travailleurs ont le projet, simplement le projet de sortir en milieu ordinaire? Donc ça, c'était deux chiffres intéressants qui sont repris dans le rapport. On a eu à peu près 55% des ESAT qui ont répondu, donc on peut dire que les chiffres que je vais citer sont extrêmement représentatifs. Et sur la première question, combien de travailleurs sont sortis? La réponse est tombée, c'est 0,47%. Donc, soit les ESAT sont très nuls, hein, ils ne font absolument pas leur métier, soit c'est un chiffre qui était à prendre en ligne de compte. Il faut juste simplement rappeler que la sortie en milieu ordinaire, ce n'est pas la provocation, je cite des titres, le contenu même du Code de l'action sociale et des familles, la mission des ESAT n'est pas d'emmener les personnes en milieu ordinaire. Ce n'est pas notre mission, puisqu'on oriente dans les ESAT des personnes qui n'ont pas la capacité d'aller en milieu ordinaire. Alors, il ne faut pas être schizophrénique, on ne peut pas nous dire, on oriente chez vous les personnes qui ne sont pas capables d'aller en milieu ordinaire, avec c'est le rôle des MDPH, de la CDAPH, la Commission des droits et de l'autonomie, qui oriente chez nous donc ces personnes-là, et nous dire votre mission, c'est de réinsérer au milieu ordinaire. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne le fera pas. À chaque fois qu'un travailleur a le projet, effectivement, d'aller en milieu ordinaire, il sera accompagné. Et je pense qu'on a, à travers le plan de transformation, un certain nombre de mesures qui vont grandement faciliter les choses. Donc, premier chiffre, 0,47. Deuxième chiffre, combien de personnes en ESAT ont le projet d'aller en milieu ordinaire? On est à moins de 5%. Donc, les conclusions qu'on peut faire par rapport à ce rapport-là, encore une fois, qui est une référence par rapport à des chiffres qui sont représentatifs, c'est que l'immense majorité des travailleurs des ESAT vont passer une grande partie de leur carrière professionnelle, et je parle de carrière professionnelle parce qu'aujourd'hui, on s'attache beaucoup à la professionnalisation des personnes qui sont en ESAT, vont rester en ESAT. Et simplement une petite partie, 5%, et ça sera déjà un bel objectif par rapport aux 0,47, 5% pourront peut-être accéder au milieu ordinaire. Alors, je ne développe pas les raisons pour lesquelles on est sur ces chiffres-là. On a parlé beaucoup des ESAT. Je pense qu'il y a aussi un certain nombre de questions à se poser du côté des entreprises. Je rappelle qu'il y a une obligation d'emploi de 6% d'emploi de travailleurs, de personnes handicapées dans les entreprises de plus de 20. L'obligation date de 1987 et aux dernières nouvelles, ce qui a nécessité la réforme de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, on était toujours à 3,5. Bon, il suffirait de passer les pénalités à 2 ou 3 fois le niveau où elles sont actuellement, et je pense que là, on réglerait une grande partie de l'emploi des travailleurs handicapés en entreprise. Je rappelle comme ça pour mémoire que je crois qu'une personne par personne non employée dans une entreprise par rapport à l'obligation, je crois que la pénalité doit être de 4 200 € par an. Donc c'est ridicule, ce n'est pas comme ça qu'on va inciter les entreprises à embaucher. Enfin, peu importe.
Donc, on a ce rapport d'IGAS-IGF qui tombe en octobre 2019, qui relégitimise, qui explique aussi, donc encore une fois, que le milieu ordinaire n'est pas forcément la solution pour tous, que l'immense majorité vont rester, et puis qui rappelle aussi que les ESAT, notamment par rapport à, on l'a oublié, mais par rapport à cette phase 2008-2018 de grande crise, que les ESAT sont aussi des boucliers sociaux et des espaces de resocialisation pour des publics en voie de désaffiliation sociale. Donc, on a un rôle extrêmement important à jouer par rapport à ces publics en termes de précarisation, de grande pauvreté, où on accueille de plus en plus donc, ces personnes-là dans les ESAT. Le rapport est sorti, il a été connu en novembre 2019, et après, la crainte, c'est que, comme beaucoup de rapports, ils finissent, on perd sa trace, ils finissent au fond d'une armoire, la crainte donc, de le voir tomber aux oubliettes. D'autant plus que rapidement, j'arrive en 2020, je vais aller vite pour me rapprocher du rapport, on tombe sur la crise Covid avec les confinements. Je rappelle que notre ministre a demandé à ce que les travailleurs qui ont été jugés fragiles, on se pose encore une fois pourquoi la question, ont été maintenus à domicile pendant près de 3 mois. Et donc, ça n'a pas aidé, encore une fois, à la mise en œuvre de ce plan-là. Il a fallu pratiquement l'ensemble de l'année 2020 pour que tous les grands acteurs du secteur handicap, toutes les grandes fédérations, l'UNAPI en tête et handicap bien sûr, fassent pression pour qu'on puisse mettre en œuvre ce rapport-là. Ça a duré très longtemps et à partir de février, enfin en février 2021, donc on a appris qu'une concertation aurait lieu pour voir comment mettre en œuvre, encore une fois, les préconisations de ce rapport-là. Et puis, je pense que toutes les fédérations, Handicap la première, avaient fait part au gouvernement, nous Handicap depuis plus de 2 ans, d'un certain nombre de mesures. On a nous cité 17 mesures pour fluidifier les parcours. On verra que toutes ces mesures-là ont été reprises dans le plan de transformation. Donc, après une année, encore une fois, de bagarre pour que ce plan se mette en œuvre, 5 groupes de travail ont été mis en œuvre, ont travaillé de février jusqu'à mai 2021, et il y a véritablement eu une co-construction qui a été relativement conflictuelle. Il y a eu des interventions de la DGCS et du CNSA pour qu'on aboutisse donc à un plan global de 17 engagements, comme le rappelait tout à l'heure, qui sont déclinés en 31 mesures. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, la première chose, c'est de dire que ce plan, normalement, il va constituer les grandes orientations pour les avenirs du modèle des ESAT. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de remise en cause a priori, ça a été écrit, c'est gravé dans le marbre, comme on dit, de dire qu'il y aura un nouveau plan de transformation dans 1 an, dans 2 ans. Je pense qu'on est parti sur du moyen terme, voire du long terme. Enfin, le gouvernement a réaffirmé son soutien au modèle des ESAT, chose qui a été extrêmement long à obtenir, acteurs médico-sociaux dont le rôle a été reconnu en sortie de crise. L'enjeu qui est écrit aussi à travers ce plan de transformation des ESAT est d'impulser une nouvelle dynamique en confortant la mission d'accompagnement, ça a été dit tout à l'heure, des personnes en situation de handicap dans une trajectoire professionnelle à l'intérieur, mais aussi vers le milieu ordinaire, adapté et classique. Non, il y a quand même, on sent que les vieux démons sont toujours là, avec un éclairage très très important sur le milieu ordinaire, alors qu'encore une fois, 95% des personnes resteront à l'intérieur. Je dis ça parce qu'on a peur que beaucoup de crédits soient orientés vers cette petite population très importante qu'il faut soutenir, qui est désirable, qui pourra avoir la possibilité d'être millionnaire, au détriment de 95% qui, eux, vont rester à l'intérieur. Donc ça, c'est le premier point. C'est un plan qui a été construit autour de 4 axes. Favoriser une dynamique de parcours pour les personnes, et je pense que là, on a avancé. Je reviendrai sur chacun de ces points-là. Renforcer les droits et les pouvoirs d'agir des personnes. Là aussi, on voit qu'on se rapproche, je détaille d'ailleurs, de plus en plus du Code du travail. C'est-à-dire que le statut du travailleur des ESAT qui a été défini en 2005 est un statut extrêmement particulier, à part, il est unique, il n'existe qu'en France, où on est venu prendre des briques du Code du travail pour les mettre dans le Code de l'action sociale et des familles et définir un statut. Donc, un statut extrêmement limité, puisqu'on n'a pris que quelques articles, avec des tas de vides juridiques. Donc là, renforcer le droit et le pouvoir d'agir des personnes, on a de nouveau donc été chercher des articles, des morceaux d'articles dans le Code de travail pour le mettre dans le Code de l'action sociale des familles. Il y avait un troisième axe qui était accompagner le développement des établissements. On a parlé du FATESAT, j'y reviendrai. Il ne faut pas oublier que le FATESAT est doté de 15 millions d'euros. Donc, 15 millions, autant l'annonce d'un FATESAT, un fonds d'aide à la transformation des ESAT, était intéressant, autant son financement n'est pas à la hauteur des enjeux.
15 millions, si je prends 100 départements, ça veut dire qu'il va y avoir quoi, 150 000 euros par département. Donc, par rapport aux tâches qui sont les nôtres, par rapport aux besoins de modernisation qui sont considérables, c'est du saupoudrage. Alors, je sais qu'à chaque fois que je dis ça, je m'attire les foudres du ministère, mais c'est quand même une réalité. 15 millions pour la France, c'est quand même ridicule. Mais ça mérite d'exister. Et enfin, assurer l'attractivité des métiers. Donc là, on parle du Ségur. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, hein, puisque dans un premier temps, le médico-social et toute la partie du secteur protégé, enfin du handicap, avaient été oubliés, étaient les grands oubliés du Ségur. Ça commence à revenir. Un certain nombre de professionnels vont bénéficier ou bénéficient déjà du Ségur depuis le 1er avril, et notamment les mutuelles d'atelier, ce qui n'est que justice. Donc voilà, encore une fois, un plan construit autour de 4 axes, avec une mise en œuvre en fonction de la temporalité de l'application des mesures. Alors, en fait, sur les 31 mesures, on a certaines mesures qui vont nécessiter un recours à la loi pour pouvoir entrer en vigueur. Il y en a d'autres qui peuvent être opérationnelles à partir du moment où un décret va sortir. Je vais en reparler parce que ce décret devrait sortir dans les jours qui viennent. Et enfin, il y a un certain nombre de mesures qui vont nécessiter donc, des discussions dans le cadre de travaux qui sont déjà lancés ou qui vont être lancés. L'objectif annoncé par le gouvernement, l'ancien gouvernement, mais j'espère qu'il sera repris, c'est qu'une majorité de ces mesures-là démarre en 2022 et que ce plan puisse être complètement abouti, terminé d'ici à peu près un an. Alors, maintenant, les supports de la mise en œuvre de ce plan, donc un décret unique, donc c'est l'application des mesures de la loi, l'application des mesures réglementaires, on en a parlé tout à l'heure. On a une instruction ministérielle qui va être à destination donc, des ARS pour décliner les différentes mesures qui vont être mises en œuvre dans les établissements. Une charte de responsabilité respective sera annexée à l'instruction, étant encore en cours d'élaboration. Et puis, on aura un tableau de suivi des mesures et de l'activité d'établissement qui va sûrement se substituer au rapport annuel que les établissements devaient rendre au 30 avril et que les 3/4 ne rendaient plus jusqu'ici. Donc, voilà à peu près où on en est actuellement. Concernant le décret, donc je peux en parler du décret actuellement. Il est dans sa dernière phase, à savoir que ce décret, pour le moment, il est au niveau du Conseil d'État, donc il a passé tous les obstacles précédents et ils sont nombreux. Et je pense qu'on devrait le voir apparaître, si nos informations sont bonnes, dans les semaines, voire dans les jours qui viennent, puisque l'objectif était qu'il sorte avant que le gouvernement n'arrête sa mission dans le cadre de la réélection du président de la République. Et pour l'instruction ministérielle, qui est un explicatif donc, du décret, un des 6 ARS, ce dernier passe actuellement au CNP, au Comité national de pilotage, aussi à toutes les DG des ARS, avant qu'ils ne sortent, et je crois qu'il y aura quelques ARS qui seront testés pour voir si la compréhension est bonne. Donc voilà globalement où on en est actuellement. On ne peut pas faire plus frais puisque les dernières négociations ont eu lieu, donc on se sont arrêtés lundi et mardi de cette semaine avec Caroline Dekerl, qui est la responsable emploi auprès du ministère. Alors, sur les 31 mesures dont je parlais tout à l'heure, on va en prendre une grande majorité qui sont dans le décret, je vais essayer d'en parler assez rapidement. On a celles qui vont nécessiter un recours à la loi. Donc, pour le moment, je n'en parle pas beaucoup puisque la loi n'est pas sortie. Donc, on en a parlé, c'est la terminologie des ESAT où le A d'aide deviendrait donc accompagnement. Le droit aux allers-retours et notamment sortie de l'ESAT, même si sur le principe, c'est déjà acté. Le cumul temps partiel ESAT milieu ordinaire, il va faire aussi objet d'une loi pour préciser les choses. L'annulation de l'aide au poste. Et puis, donc, le FATESAT, la dotation du FATESAT qui va nécessiter une loi. Ce qui n'est pas encore prévu non plus, donc, c'est toutes les évaluations qui seront faites. Là, c'est des mesures qui vont nécessiter des travaux complémentaires. L'évaluation donc, des CDAPH, l'évolution des MISP, les mises à disposition donc, en milieu protégé, qui vont sûrement faire place au PMS-PM, donc aux périodes de mise en situation professionnelle, avec une possibilité donc, de pouvoir avoir ces périodes portées de 15 jours à 2 mois, donc ce qui permettra effectivement de travailler beaucoup plus sur les projets. Le calcul de la dotation globale sur fil active, le maintien de la RSDAE, la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, qui permet, encore une fois, l'accès à la hache, le développement des job coach,
le simulateur de ressources de la CAF, la revalorisation des professionnels, donc, qui est en cours actuellement, mais qui n'est pas terminée, puisque tous les publics du médico-social n'y ont pas accès actuellement, et puis un annuaire géolocalisé pour, encore une fois, avancer sur l'offre globale nationale concernant les ESAT. Alors, ce décret, je n'ai pas pu on ne peut pas vous le présenter puisque actuellement il est encore une fois au Conseil d'État et il y a une notion de confidentialité. Donc, je prends, on va dire, un document de travail, mais qui est un document qui est abouti, qui ne devrait plus changer. Il y a 4 points donc, dans ce décret, 4 axes majeurs. Les conditions d'orientation, le renforcement des droits sociaux des personnes des AT, les partenariats et puis le parcours en emploi renforcé. Sur les conditions d'orientation, donc maintenant il est acté dans ce décret que l'orientation permettra donc à des personnes reconnues handicapées d'exercer donc simultanément et à temps partiel une activité à caractère professionnel au sein donc d'un ESAT et aussi une autre partie à temps partiel, soit dans une EA, une entreprise adaptée, soit directement en milieu ordinaire. Bon, il est prévu que sur la durée du temps de travail, on retombe sur les grands classiques du Code du travail, donc c'est 10 heures par jour maximum, et puis 44 heures par semaine sur 12 semaines au maximum, pour que on n'ait pas des temps de travail en ESAT et en milieu ordinaire, pour prendre cet exemple-là, trop long. Donc ça, c'est la partie, c'est le premier article. Le deuxième article, lui, va porter, comme je disais tout à l'heure, plus sur le droit des travailleurs, avec encore une fois des morceaux de code du travail qui vont être ajoutés au code de l'action sociale et des familles. Alors, il est prévu dans cet article 2 donc, la rémunération modifiée pour les dimanches et jours fériés. Donc, rémunération de dimanche, on a 2 choses, à la fois bénéficier d'un repos compensateur du même nombre d'heures que celles qui ont été effectuées le dimanche, plus le doublement de la rémunération garantie, ce qui est une erreur magistrale, on l'a déjà répété, puisque je ne vais pas faire un grand cours, mais si on augmente la rémunération garantie des travailleurs, c'est-à-dire si on augmente la part qui est financée par les AT, automatiquement, ça va diminuer la hache à horizon N+2. Donc, il n'y aura absolument aucun gain de pouvoir d'achat. Mais bon, c'est écrit comme ça, et donc je viens. Et en cas de jour férié, ça c'est pour les dimanches, et pour les jours fériés, donc le travailleur bénéficiera d'une journée de repos compensateur. Dans les autres mesures, on a donc un rapport qui sera mis en place, donc qui va se substituer au rapport qui allait jusqu'au 30 avril, qui permettra donc de voir quelle est la dynamique de parcours qui a été mise en place dans les AT, qui renforcera le pouvoir d'agir des personnes. Je vais voir les instances, je parlerai rapidement des instances qui vont se mettre en place, et puis donc le développement de l'activité d'établissement. On a aussi des notions qui portent sur le congé annuel, qui rappellent qu'en cas de maladie, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les congés ne sont pas perdus, ils sont repris immédiatement après la période de maladie. Donc les congés sont reportés à la date de reprise. Et puis il y a un alignement aussi de tous les événements, les congés pour événements familiaux sur le Code du travail, où là il y avait un retard manifeste pour les travailleurs des AT et qui est donc en partie comblé. Alors, je crois que sur cette partie-là, je regarde sur les congés. Alors, il y a aussi, et là, on se rapproche beaucoup au niveau en termes de représentation, encore une fois, du Code du travail, puisqu'il est prévu que les travailleurs handicapés, maintenant, éliraient un délégué en leur sein, qui sera membre de droit du Conseil de vie sociale et qui sera chargé, et sa tâche ne sera pas simple, qui sera chargé de représenter les travailleurs, les problèmes des travailleurs auprès de la direction. Donc ça, c'est quelque chose, on va voir comment ça va se mettre en place, parce que ça fait un peu doublon avec le CVS. On va voir quels sont les pouvoirs de ce délégué qui a des heures de délégation, 5 heures par mois, qui est élu pour 3 ans, c'est-à-dire la même durée que le CVS. Il y a enfin, toujours dans les droits, la naissance d'un carnet de parcours et de compétences, donc que le travail dont on va bénéficier le travailleur, et qui fera l'objet d'un entretien annuel. Et cet entretien annuel participera donc à la rédaction d'un avenant au contrat de soutien et d'aide par le travail, qui sera important pour tenir compte de l'évolution du projet de la personne. L'article 3, c'est les partenariats. Donc, les ESAT doivent passer des conventions de partenariat, au moins avec un des acteurs du service public de l'emploi. Des partenariats également avec les plateformes d'emploi accompagnées, ce qui semble tout à fait logique.
et au moins un partenariat avec une entreprise adaptée de son département ou d'un département limitrophe, hein, s'il n'en existe pas dans son département. À noter aussi, et là on se rapproche encore une fois du Code du travail, la mise en place d'une instance mixte qui ressemble beaucoup à un CHSCT ou un CSSCT maintenant, hein, puisque un organisme paritaire avec autant de salariés de l'ESAT que de travailleurs vont être réunis, notamment pour aborder des points de sécurité, d'hygiène et de conditions de travail. Donc, on voit encore une instance qui ressemble beaucoup à ce qui existe dans les entreprises, qui va donc apparaître de façon formelle cette fois-ci dans les ESAT. Il y a enfin, dans cet article 3 sur les droits, une modification concernant les mises à disposition, hein, puisque je rappelle que les mises à disposition sont des contrats à but non lucratif, donc on ne pouvait pas facturer plus que la rémunération directe. Donc là, les frais d'accompagnement pourront être pris en compte, ainsi que les frais de déplacement. Enfin, le dernier article, qui est extrêmement conflictuel, porte sur les parcours renforcés en emploi. Donc là, on parle des personnes qui, effectivement, ont rejoint le milieu ordinaire en venant des ESAT, et il est demandé que ce suivi par des conventions d'appui, ce suivi se fasse par des salariés des ESAT, chose qu'on a combattue, puisque ça sera bien évidemment un moyen constant. Donc voilà, rapidement sur le décret, je sais bien que j'ai été trop rapide, peut-être même un petit peu brouillon, hein, mais en gros, on va fluidifier les parcours, on va améliorer, encore une fois, renforcer les droits sociaux des personnes, et puis orienter quand même pas mal de crédits, où il y a beaucoup d'articles, vous avez compris, hein, qui portent ou qui vont vers l'accès au milieu ordinaire, certes important, mais encore une fois, qui ne concerne que peu de personnes. Alors, sans faire de conclusion hâtive, je pense qu'il y aura des questions. Une nouvelle fois, on voit, et ça a été un peu les conclusions qui ont été faites par la plupart des organismes, qu'on se rapproche de plus en plus du Code du travail pour les ESAT, qui restent des acteurs médico-sociaux, qui travaillent effectivement maintenant avec énormément d'atouts, de méthodes comme des entreprises, je dirais classiques, mais nous ne sommes pas des entreprises, ou alors des entreprises médico-sociales, et que ce statut du travailleur des ESAT, qui longtemps, au moment où on ne veut pas en parler, je pense que c'est comme si on ouvrait la boîte de Pandore, il va falloir mettre ce sujet-là sur la table et en parler correctement, d'autant plus qu'on a quelques arriérés ou quelques documents qui sont sortis, hein, je pense à l'affaire Phénol, où la Cour européenne de justice a bien rappelé que l'ouvrier des ESAT est un travailleur au sens communautaire. Voilà, donc beaucoup d'avancées, et Handicap, je le rappelle, soutient sans réserve l'ensemble de ces propositions. Je pense qu'il y a encore du travail à faire pour continuer, enfin surtout pour mettre en œuvre l'ensemble de ces mesures. Il y a encore des travaux à réaliser pour 7 ou 8 mesures, mais je pense que ça va vraiment dans le bon sens, et que pour le moment, il n'y a plus de remise en cause, comme on l'a vécu pendant trop d'années, du secteur protégé et des valeurs qu'elle défend, c'est-à-dire, je le disais au début, c'était le début de mon propos, le droit au travail pour tous, même pour ceux qui sont très éloignés de l'emploi et qui constituent donc le gros des publics des ESAT. Merci à toi, Didier. Effectivement, c'était vraiment pas simple l'exercice qu'on t'avait confié de présenter une réforme à la fois dans ses racines, même si 2018, c'est pas la préhistoire, mais c'est quand même quelques années en arrière, et puis d'entrer dans le détail des contenus. Et vous avez entendu, si vous n'aviez déjà lu les dimensions du plan de transfo, que certaines mesures sont extrêmement précise, extrêmement technique aussi, et néanmoins fondamentale. Enfin voilà, quand on parle de dimension parcours alimenté par le carnet de parcours, du pouvoir d'agir par la question d'instances mixtes ou de déléguer des personnes, etc., etc. Enfin voilà, savoir comment tout cela doit s'opérationnaliser est vraiment très important. Avant de revenir peut-être sur tel ou tel point, après avoir entendu le point de vue des MDPH qu'on a tenu à solliciter dès aujourd'hui, il y avait quelques questions ou remarques qu'on va donc te relayer.
Oui, essentiellement une question sur l'aide au poste, puisque a été évoqué ou entendu comme tel la suppression, ou en tout cas le projet de suppression de l'aide au poste, qui serait remplacé éventuellement par autre chose. Donc, si vous pourriez revenir sur ce point. Non, je pense qu'il n'y a pas de crainte, enfin, à notre connaissance, non, il n'y a pas de crainte. En fait, pour faire simple, un travailleur des ESAT perçoit ce qu'on appelle une rémunération garantie, donc pas un salaire, parce qu'il n'est pas salarié, une rémunération garantie, qui est composée de l'aide au poste, 50,7% du SMIC, et d'une partie qui est financée, alors l'aide au poste est financée par l'État, et d'une petite partie de la rémunération directe qui est financée par les ESAT, qui doit être supérieure à 5%. Donc, il n'y a pas de remise en cause des au poste. La grande discussion porte toujours sur cette rémunération directe financée par les ESAT, puisque si on veut reconnaître une performance, si on veut augmenter le pouvoir d'achat et qu'on est tenté d'augmenter cette rémunération directe, eh bien actuellement, ça se traduit, c'est pour ça que le système doit évoluer, par une baisse de la hache que le travailleur des ESAT perçoit en complément de sa rémunération. Donc, c'est un système de vase communicant. Alors, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais qui est important en termes de rémunération, c'est que la prime PEPA est aujourd'hui sera à disposition donc des ESAT. Pour le moment, on est sur un montant de 1 000 € et la prime PEPA, prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, que les ESAT pourront donc délivrer à condition qu'ils fassent des résultats, puisque ça sera pris sur le résultat, une forme d'intéressement, a un double avantage. La première, c'est qu'elle ne porte pas de cotisation ni sociale ni salariale. Donc, si on distribue 100, c'est bien 100 qui vont être pris sur les dates qui vont être distribuées. Et d'autre part, elle est défiscalisée. Donc, enfin, on a un outil qui ne vient pas percuter la hache. Voilà, ça, c'est relativement important. Il n'y a pas de crainte sur l'aide au poste. D'autres questions si on a le temps? Oui, on peut aussi relayer les commentaires qu'on a eus dans le chat. Je vous laisse œuvrer. Très bien. Oui, un commentaire d'une participante sur le fait que l'orientation de la CDAPH en ESAT n'est pas une fin en soi et qu'elle constitue pas in fine un objectif et que finalement c'est la notion de trajectoire et de parcours individuel qui vont être travaillés par l'action des ESAT. Une interrogation d'une participante sur l'accompagnement par les professionnels qui vont, si on vous a bien entendu, devoir suivre de plus en plus de travailleurs du fait des temps partiels, développer des productions au sein des entreprises, les hors les murs, maintenir les ateliers en interne, faire des suivis individualisés en entreprise, et tout ça, a priori, à moyen constant. Donc, une interrogation là, de la part de nos participants sur la manière dont tout ça va pouvoir être mis en place. On a la même interrogation. Donc là, on n'a pas de solution. Oui, on a la même interrogation puisqu'on voit des obligations supplémentaires. Bon, sur les premières, l'accompagnement, bon, aujourd'hui, j'ai dit, on a quand même un changement sociologique relativement important. Les publics sont en train d'évoluer. La loi de 2005 a reconnu l'handicap psychique. Donc, on a de plus en plus d'handicapés psychiques qui rejoignent les ESAT et on voit de plus en plus d'handicapés mentaux qui quittent les ESAT. C'est des populations historiques. Donc, on va avoir un transfert de population avec des niveaux de compétences qui augmentent considérablement. Donc, ça veut dire aussi que les professionnalisations vont être facilitées. Mais effectivement, donc, c'est un moyen constant. La réponse qu'il faut apporter à ça, c'est la formation. La formation et des travailleurs, mais aussi des accompagnants, est fondamentale. Formation parce que, encore une fois, ma posture professionnelle doit évoluer, mes publics ne sont plus les mêmes, les conditions économiques ne sont plus les mêmes non plus. La plupart des ESAT aujourd'hui développent des activités, en moyenne 8 par ESAT, sur un champ concurrentiel. On est tous positionnés aujourd'hui sur un secteur concurrentiel, ce qui n'était pas le cas encore il y a 10-15 ans, où la plupart des ESAT étaient plutôt sur des activités de sous-traitance industrielle. Donc, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, au début de conversation, que les ESAT, leur ADN, c'est l'adaptation en permanence, la transformation pour s'adapter à des conditions qui changent. Et on doit être un des seuls établissements du secteur médico-social qui est vraiment à cette articulation entre l'économique et le médico-social et qui nous oblige forcément à bouger en permanence. Le monde bouge autour de nous et on est obligé de bouger. Mais à moyen constant. Ça, c'est là où la performance devient par moments un peu compliquée. Très bien, merci. Une autre interrogation sur l'entretien annuel qui devra être mis en place. Est-ce que cet entretien va finalement remplacer le projet personnalisé ?
Non, je pense que là, l'entretien, il existait déjà. Hein. C'est-à-dire que la loi parce que le projet personnalisé, le projet professionnel, existe depuis 2002. Hein. C'est la loi de 2002 qui l'a mis en œuvre. Donc aujourd'hui, dans tous les EHAT de France, chaque travailleur a un projet professionnel. Ce projet professionnel fait l'objet, théoriquement, d'un avenant, la plupart fonctionnent comme ça, d'un avenant au contrat soutien et d'aide par le travail, pour voir comment on avance dans son projet. Donc, l'entretien annuel, ça permet de faire le point sur l'année qui vient de se dérouler. Est-ce que les objectifs ont été atteints? Est-ce que les formations qui étaient prévues ont été faites? Et de se projeter sur l'année à venir. Donc là, maintenant, on a un cadre, puisque le carnet de compétences, le carnet de parcours, va être normé. Hein, il y a un décret où il y a une instruction qui devrait sortir pour donner un modèle de ce parcours-là. Donc, je pense que c'est un outil supplémentaire à des pratiques qui existent déjà. Mais au moins, encore une fois, là, c'est inscrit dans le marbre et ça, c'est pas mal. Merci. Une autre question arrive par rapport à celle que je vous ai posée précédemment sur les temps partiels. Est-ce que les agréments sont éventuellement susceptibles d'augmenter pour permettre de maintenir les effectifs dans les ateliers? Alors, concernant les agréments, on souffre d'un moratoire qui date de 2013, c'est-à-dire que depuis 2013, il n'y a plus une seule création de places en ESAT. On est dans les politiques de restriction budgétaire, je crois qu'il ne faut pas se le cacher. Une place en ESAT, c'est à peu près 12 000 € par an, donc encore une fois, les ESAT coûtent cher, donc il n'y a plus de place. Donc on se bat actuellement à la fois pour avoir une meilleure connaissance des besoins. C'est relativement compliqué. Je crois qu'on avance beaucoup avec MDPH, avec le logiciel Via Trajectoire, qui a été un gros apport, qui nous a beaucoup aidé pour mieux appréhender quels étaient les besoins. Mais je pense que ce qu'il faut faire reconnaître, c'est que même si je travaille à temps partiel, je prends l'exemple d'une personne qui travaille à mi-temps, on ne va pas faire un demi-accompagnement. La personne, elle aura un projet professionnel complet. Donc, c'est plutôt de reconnaître le nombre de personnes qui sont accueillies dans un ESAT plutôt que de raisonner en ETP. C'est pour ça que cette notion de file active est très importante, de dire l'agrément aujourd'hui, ce n'est pas en ETP, mais c'est en personne accueillie, pour des raisons évidentes comme celles que je viens de donner. Et puis, vous poserez la question à l'auditeur d'atelier qui vous dira qu'il préfère gérer un temps plein plutôt que d'avoir 2 mi-temps dans son équipe. C'est des casse-têtes organisationnels extrêmement compliqués. Donc, c'est plutôt cette notion de file active et de travailler en personne accueillie, de raisonner en personne accueillie et non plus en ETP. Merci beaucoup. On initiait le débat hors micro. Donc, voilà. Du coup, je vais prendre un peu le relais sur les questions. Une qui arrive sur la durée des mises à disposition. Est-ce qu'il est prévu qu'elles soient modifiées, ces durées de mise à dispo? Oui. Donc, les PMS-MP devraient succéder aux MISP. Les MISP actuellement, donc, qui sont en fait la possibilité pour une personne qui a une orientation, pas l'orientation d'ailleurs, de venir faire un stage, de faire un stage de découverte sur un ESAT, de voir ce que c'est qu'un ESAT, de voir les activités proposées, et même peut-être d'imaginer un projet. Et actuellement, donc, la durée des MISP est de 2 semaines, renouvelable éventuellement une fois. Donc, c'est très court. Donc là, on passerait des MISP aux périodes de mise en situation professionnelle qui, elles, peuvent avoir une durée de 2 mois. Voilà. Donc, les PMSMP seraient généralement gérés par le service public à l'emploi, avec, à partir du moment où il y a une demande d'une personne d'aller en ESAT, qui serait systématiquement donc acceptée. Alors ça, il faut voir avec Pôle emploi, parce que là, actuellement, le prescripteur n'est pas Pôle emploi, mais donc pour faciliter le travail, on nous a assuré que toute demande serait accordée. Donc de 15 jours, on passerait à 2 mois, où là, pour monter un projet ou pour qu'une personne puisse effectivement comprendre ce que c'est qu'un ESAT et voir si sa place est dans l'ESAT, on aurait beaucoup plus de temps pour pouvoir travailler ensemble. Ok, merci à toi. L'heure passe très vite. Du coup, je propose qu'on donne maintenant la parole à Didier Malnouri, directeur de la MDPH de l'Aube. Avant peut-être qu'on reprenne quelques questions transverses à nos 3 invités du jour. Du coup, ça fait un peu lien avec ce qu'on vient d'évoquer, puisqu'on passe d'un système finalement d'orientation dans le seul secteur médico-social à une dynamique finalement plus ouverte entre le secteur médico-social et le milieu dit ordinaire. Du coup, Didier Malnouri, comment est-ce que vous voyez le rôle des MDPH dans ce nouveau paysage qui, comme le disait Agnès Gerbeau en première intervention, ambitionne de fluidifier les parcours
des travailleurs en ESAT. Est-ce que vous avez déjà de la visibilité, voire dans soit votre MDPH, soit dans d'autres MDPH que vous connaissez, pris les devants sur l'évolution de l'orientation milieu protégé vers orientation parcours renforcé à l'emploi, etc., etc. Je vous laisse la parole. Merci à vous. Je vous remercie. J'espère que tout le monde entend bien. Donc déjà, une petit préalable, c'est effectivement un exercice un petit peu compliqué puisque d'une part, comme vient de le dire M. Rambaud, le cadre législatif et réglementaire n'est pas complètement verrouillé. Donc, on est quand même sur, je dirais, plutôt des perspectives d'organisation, des perspectives d'évolution, même si certains points aujourd'hui semblent être définitivement actés, n'en demeure pas moins que pour l'instant, on en est quand même au stade du projet et que sur un certain nombre de points de détail, c'est assez difficile de se projeter définitivement. Je voulais aussi préciser que je ne m'exprime qu'en qualité de directeur de la MDPH de l'eau. Je n'ai pas la prétention, effectivement, de pouvoir porter la parole de l'ensemble de mes collègues. Bon, même si je fais partie de l'association nationale, c'est vrai qu'on n'a pas encore, effectivement, eu l'occasion de débattre complètement sur ces questions. Donc, je m'en tiens simplement plutôt à des questionnements, à des déductions par rapport à nos pratiques actuelles et j'essaie aussi de me projeter sur un certain nombre de points qui pourraient être pas forcément bloquants, mais problématiques. Bon, donc le constat que l'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on est face à un arsenal législatif et réglementaire qui a pour ambition de favoriser une dynamique de parcours. Donc, je m'interroge à titre personnel sur le pourquoi d'une telle évolution et en quoi elle était totalement nécessaire. Et pourquoi? Puisque, effectivement, est-ce que les dispositifs antérieurs ne garantissaient pas ces objectifs? Je prends deux exemples simples. Jusqu'à présent, les orientations ESAT qui étaient prononcées ou qui sont prononcées par les CDAPH n'ont jamais réellement sous-tendu pour leurs bénéficiaires une quelconque interdiction de travail en milieu ordinaire. C'est-à-dire que aujourd'hui, une personne qui est orientée vers un ESAT conserve la faculté, s'il le souhaite, de travailler en milieu ordinaire. Par contre, effectivement, là où les choses peuvent être bloquantes, c'est que les dispositifs d'accompagnement dans l'emploi tels que Pôle emploi ou Cap emploi, souvent excluent de leur file active toutes les personnes qui disposaient d'une orientation en ESAT et qui éventuellement pouvaient manifester un intérêt pour une activité en milieu ordinaire, mais dans la mesure où le suivi n'était pas effectué, où le relais n'était pas pris, pouvaient échapper à toutes les possibilités de travail en milieu ordinaire. Le deuxième point que je note, c'est que la logique de parcours entre les ESAT et le milieu ordinaire n'est pas non plus un concept dont la mise en œuvre s'avérait totalement impossible, c'est-à-dire les sorties d'ESAT vers des entreprises adaptées, des sorties d'ESAT vers le milieu ordinaire, même si, comme vient de le dire M. Rambaud, le pourcentage était extrêmement faible, sont des possibilités qui existaient déjà par le passé et actuellement. Alors, on peut se poser effectivement la question de savoir quels sont les changements réels en dehors de l'évolution de la syntaxe de l'orientation. On passe de milieu protégé. Donc, effectivement, je pense que d'ailleurs, le sens de milieu protégé était sans doute beaucoup plus réducteur que ne l'était la réalité. C'est-à-dire qu'on a eu ce mouvement d'échange, ce mouvement de contractualisation existait déjà. Et puis, effectivement, le principe légal de mobilité, de décloisonnement, qui nécessite une indispensable perméabilité entre les différents modes d'accompagnement et les modalités d'exercice d'une activité, va nécessiter un renforcement de l'échelon de coordination qui, pour moi, est en lui-même source de questionnement. Je reviendrai sur ce point un peu plus loin. Bon, en fait, tout le projet repose sur une extension au domaine du travail protégé du concept de désinstitutionnalisation qui est prôné par l'ONU. M. Rambaud l'a reprécisé dans son introduction. Et une mise en œuvre d'un accompagnement plus global, plus souple à l'échelle de l'établissement
et en évitant effectivement des décisions redondantes souvent. Donc, c'est effectivement dans une logique de parcours qui se rapproche beaucoup de ce qui existe dans d'autres structures médico-sociales, et notamment les fonctionnements des structures aujourd'hui de type ITEP ou IME en dispositif. Donc, on est à peu près dans la même logique, c'est-à-dire un parcours qui peut évoluer au fil du temps et qui est adapté dans le cadre du suivi effectué par le SMS. Donc, ces assouplissements permettront sans doute de rendre effective une perspective de professionnalisation des travailleurs d'ESAT, mais profiteront, et c'est la question effectivement qu'on peut se poser, pourraient profiter en priorité à celles et ceux dont la réduction de capacité de travail est la moins impactée. Donc ça a été également évoqué, pas totalement dans les mêmes termes par M. Rambaud, puisqu'effectivement, j'ai plus la vision évaluation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, d'une manière globale, et encore plus depuis la mise en place de réponses accompagnées pour tous, l'attention des MDPH est beaucoup plus focalisée sur la situation des personnes qui ne trouvent pas leur place dans les dispositifs vers lesquels ils sont orientés, c'est-à-dire qu'effectivement, ces situations mobilisent un temps important de l'activité des MDPH, beaucoup plus que la situation de celles et ceux qui accèdent aux droits qui leur sont proposés ou qui leur sont ouverts par la décision de la CDAPH. La notion de dynamique de parcours et d'inclusion professionnelle reste un concept qui exclut le fait toutes les personnes les moins autonomes et les plus fragiles, pour lesquels le besoin d'étayage reste important. Ça renvoie à une question quand même fondamentale sur la mission des ESAT. Est-ce que la mission première des ESAT est-elle, est-ce que la mission des ESAT est-elle d'être un tremplin vers le milieu ordinaire, ou de permettre à des personnes inemployées, je mets le terme entre guillemets, mais tout le monde comprendra de quoi je parle, des personnes que l'on peut considérer comme inemployables dans le milieu ordinaire, d'accéder à un emploi, c'est-à-dire où se trouve la priorité entre les deux finalités. Pour moi, cette réforme pourra être une réussite si un certain nombre de conditions sont remplies. J'en ai listé 5. Il faut effectivement que les exigences des autorités quant aux performances économiques des ESAT restent compatibles avec la mission sociale des ESAT. Il faut également que ces exigences n'imposent pas aux ESAT de conserver en priorité les travailleurs les plus qualifiés, capables d'assurer les tâches les plus techniques. La nécessité d'un accroissement de la performance des ESAT n'exclut pas les travailleurs les moins productifs. On se rend bien compte effectivement qu'aujourd'hui, le profil des travailleurs d'ESAT a considérablement évolué depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Le niveau professionnel nécessaire pour travailler en ESAT qui devient effectivement, dans le cadre de certaines activités créées dans le cadre du travail protégé, nécessite effectivement d'employer des personnes qui disposent quand même d'une certaine compétence professionnelle, et du coup laisse sur le bord du chemin les personnes qui ne rentrent pas dans ces critères. On se rend bien compte que c'est quelque chose qui devient de plus en plus prégnant dans les situations d'amendement Creton. On se rend compte qu'effectivement, on a parmi les jeunes adultes orientés en ESAT un certain nombre qui, pour des questions diverses, restent quelques années dans les IME, dans les IME ou IMPRO qui les accompagnaient avant leurs 20 ans. Et puis, effectivement, il ne faudrait pas que cette évolution, à terme, entraîne un glissement des personnes qui, initialement, auraient pu être considérées comme orientables en ESAT vers des structures d'accueil type foyer de vie, puisqu'on se rend bien compte aujourd'hui que parmi les situations de ces adultes que je viens d'évoquer, qui restent un certain nombre de mois, voire d'années, en accueil dans le cadre de l'amendement Creton, les MDPH peuvent être réinterrogés sur l'évolution prononcée et sur la pertinence de leur orientation initiale en ESAT, et du coup glisser assez régulièrement vers des réorientations en foyer de vie, simplement pour permettre aux adultes concernés de quitter les IME. Donc voilà, sur ce point, c'est quelques questions. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde et si je suis très clair, mais enfin, moi, c'est comme ça, à chaud, les questions que je me pose sur les conditions de réussite, effectivement, d'une telle évolution.
Donc, M. Rambaud a également évoqué la problématique des mises en situation professionnelle en ESAT, donc qui disparaîtrait. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est une question qui a été remise en cause à plusieurs reprises, puisque nous, aux dernières nouvelles, les données que nous avait communiquées la CNSA étaient plutôt une orientation vers un maintien des MISP. Donc, M. Rambaud vient dire le contraire, donc du coup, je ne sais plus trop. Je voulais simplement préciser que jusqu'à présent, les MISP qui étaient assez facilement mises en place par les MDPH pouvaient être un élément extrêmement important dans le cadre de l'évaluation initiale des besoins, c'est-à-dire lors des primo-demandes d'orientation en ESAT, il nous arrivait à certains niveaux de demander des mises en situation professionnelle simplement pour pouvoir valider ou non la pertinence de l'orientation en ESAT. C'est vrai que dans le cadre d'un dispositif plus complexe à mettre en œuvre comme la PMSMP, je pense qu'on perdra un petit peu en opérationnalité et en efficience, notamment par rapport à la durée de la période d'instruction. Alors, concrètement, quels sont les enjeux principaux que je vois, je dirais, à cette évolution législative et réglementaire? C'est qu'effectivement, d'une manière générale, ces modifications importantes auront un évident impact sur l'activité des MDPH, mais également sur l'organisation générale de l'accès au droit. Cette réforme s'inscrit dans une logique d'assouplissement du déroulement des parcours, dont un des enjeux est la simplification des démarches. S'inscrit dans un contexte plus global de simplification des démarches pour les personnes en situation de handicap. Cette notion de simplification a fait l'objet déjà d'un certain nombre de textes qui ont touché d'autres domaines que l'orientation professionnelle. Pour certaines, je pense, portent leurs fruits, pour d'autres, sont quand même beaucoup plus sujettes à caution. Donc, ça veut dire que pour simplifier l'ensemble de ces démarches, le principe repose donc sur une diversification des interlocuteurs et sur une interchangeabilité des circuits et des instances de décision. Depuis 2005, les MDPH avaient été positionnés comme des interlocuteurs uniques pour les personnes en situation de handicap, notamment dans le but de permettre une simplification de leur démarche par rapport au dispositif antérieur à 2005, et permettre donc cette simplification des démarches en regroupant toutes les compétences dans une instance unique, mais également de permettre une évaluation globale des besoins, donc par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH, qui au moment de l'évaluation, pouvait prendre l'intégralité et prendre en compte l'intégralité des besoins d'une personne et de proposer l'ensemble des solutions qui permettent effectivement d'aller vers vers une inclusion de cette personne dans la vie sociale. Et cette analyse globale des besoins pouvait donner droit à tout un panel de droits et prestations qui étaient proposés à la CDAPH et qui faisaient l'objet de décisions. Sur ce point de l'analyse globale, sur le point de la réponse globale, moi, il me semble que l'ensemble des dispositifs actuels qui commencent à multiplier les interlocuteurs risquent d'être un petit peu contre-productifs, puisque d'une part, les MDPH n'avaient pas particulièrement démérité sur cette fonction, et surtout depuis quelques années. Depuis quelques années, il y a eu un gros travail national, notamment porté par la CNSA, qui a embarqué l'ensemble des MDPH dans une logique d'harmonisation des procédures, dans une logique d'évolution elle-même harmonisée des outils techniques que l'on utilise. Et l'ensemble de ces dispositifs ont démontré au cours de ces dernières années une très nette amélioration de la cohérence des décisions et notamment de l'harmonisation, quel que soit le territoire français, de la manière dont les demandes étaient évaluées et dans la manière dont les décisions étaient également prises. Alors, la question effectivement qui vient immédiatement à l'esprit, c'est en quoi,
alors même que ce dispositif existe, que les MDPH sont aujourd'hui des organismes qui sont extrêmement bien repérés dans le dispositif par les usagers, dans le contexte global par les usagers, en quoi effectivement cette évolution qui va avoir tendance à brouiller les pistes, puisque de multiples interlocuteurs pourront apporter, je dirais, des réponses à peu près identiques, en quoi effectivement cette mesure va concourir à une simplification. C'est vrai qu'on peut s'interroger entre le mythe et la réalité. Il y a un fait, c'est que le cadre légal actuel, tel qu'il existe, c'est-à-dire la structure même du Code de l'action sociale et des familles, prévoit que l'accès à certains droits et prestations est conditionné par une décision de la CDAPH. C'est l'article L246.6 du Code de l'action sociale et des familles qui précise effectivement l'ensemble des domaines de compétences de la CDAPH. On voit qu'effectivement, depuis quelque temps, les évolutions légales tendent à remettre en cause un certain nombre de ces principes, dont acte. C'est-à-dire que je pense que les MDPH ne vont pas se battre de manière unilatérale pour le maintien de leurs prérogatives. Simplement, effectivement, ce qui interroge, c'est pourquoi effectivement quelque chose qui était considéré comme une nécessité il y a encore 4 ou 5 ans, voire un peu plus si on remonte à 2005, est considéré aujourd'hui comme bloquant ou complexe pour les usagers. Donc c'est vrai que ça reste quand même une interrogation sur lesquelles les réponses ne sont quand même pas si claires que ça. Ce qu'il faut aussi également, la question qui se pose également, c'est la capacité effectivement d'un certain nombre d'interlocuteurs, et notamment d'acteurs du service public de l'emploi, de pouvoir prévoir des ouvertures de droits ou des orientations vers un certain nombre de dispositifs. Par exemple, je prends l'exemple des orientations vers les dispositifs emploi accompagnés qui sont aujourd'hui, que Pôle emploi peut mettre en œuvre. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, Pôle emploi met très peu en œuvre ce type d'orientation vers l'emploi accompagné. D'une part, parce que le Pôle emploi ne dispose pas des éléments d'évaluation nécessaires, et d'autre part, parce que effectivement, le nombre de places, de toute manière, reste extrêmement contraint. C'est-à-dire que multiplier les organismes potentiellement orienteurs vers une action, alors même que l'offre est particulièrement restreinte, pour moi, pose un problème en tant que tel. Donc, simplement, ce qu'il faut bien prendre en compte au niveau des MDPH, c'est que l'équipe pluridisciplinaire de MDPH dispose pour évaluer l'ensemble des situations d'un certain nombre d'outils spécifiques, notamment des outils CERFA qui sont indispensables à la constitution de la demande et qui, s'ils sont bien renseignés, sont extrêmement riches d'informations pour l'équipe pluridisciplinaire. Les différents partenaires qui peuvent participer ou qui participeraient à terme aux orientations ne disposent pas de ces outils et pour moi c'est un problème en soi. La réforme également prévoit du coup la diversification des acteurs. Alors ça, c'est une question qui peut se poser un petit peu comme une boule à facettes à de multiples reprises actuellement. C'est-à-dire c'est la multiplication des acteurs avec effectivement des interventions qui peuvent effectivement se tuiler les unes les autres. Dans un tel contexte, il est évident qu'il faut se poser la question du risque de voir apparaître des décisions qui pourraient être redondantes ou contradictoires. Aujourd'hui, les outils dont on dispose pour communiquer les uns avec les autres en temps réel ne sont pas suffisamment opérationnels pour éviter totalement ce risque. La diversification des compétences, c'est-à-dire plus on va diversifier ses compétences et plus il faut mettre en œuvre des instances de coordination extrêmement importantes et surtout très lourdes à mettre en œuvre. Donc voilà, c'est des questions qui interrogent quand même sur la pertinence de ces évolutions. C'est une espèce de déréglementation qui n'est pas, à mon avis, accompagnée de l'ensemble des précautions nécessaires pour que tout puisse se passer dans un cadre extrêmement coordonné. Ce
qu'il faut, dernier point, et puis je conclurai, et ça c'est une question plus générale qui touche également au cadre du fonctionnement global et de l'assouplissement du cadre de gestion et du parcours des personnes au sein des dispositifs médico-sociaux. C'est qu'effectivement, l'assouplissement du cadre de gestion, notamment par les ESAT, pour garantir une dynamique de parcours et donc, entre autres, la suppression de la révision des orientations ou des sorties vers le milieu ordinaire de travail par la CDAPH, nécessite effectivement ou entraîne du côté des établissements une responsabilité supplémentaire sur la qualité, je dirais, du parcours et sur le suivi proposé aux usagers. Aujourd'hui, effectivement, les MDPH pouvaient participer à cet accompagnement des usagers parce qu'ils étaient fréquemment saisis ou interrogés sur des évolutions dans les parcours. Demain, à partir du moment où les CDAPH ne seront plus concernés par ces évolutions de parcours, quels seront les moyens de communication et les moyens d'information dont disposeront les MDPH? On peut s'interroger, bien entendu, M. Rambaud l'a rappelé, il existe un outil de suivi des orientations extrêmement performant qui est via Trajectoire et qui est actuellement opérationnel dans l'ensemble des départements de la région Grand Est, mais pas que, dans d'autres régions de France également. Néanmoins, la pertinence de l'information transmise par via Trajectoire n'existe réellement que si effectivement l'ensemble des données est scrupuleusement consigné dans ce même outil. Donc ça, c'est effectivement aussi une contrainte, c'est-à-dire que ça dépend, là pour le coup, à 100% de la capacité des ESMS, de la capacité et de la volonté des ESMS de participer à une mise à jour de cet outil en temps réel. Enfin, et pour conclure, cette évolution progressive des ESMS vers un fonctionnement en dispositif leur confère une responsabilité particulière sur le suivi des parcours, sur l'efficience des suivis, sur la qualité des réponses et pose notamment des questions quant à l'effectivité de l'aide apportée et aux moyens consacrés par les autorités de tarification aux mesures de contrôle qui deviennent nécessaires du fait de l'autonomie grandissante de l'activité des ESMS. Et puis alors vraiment, le dernier point, mais là on est vraiment sur quelque chose de pratico-pratique, il est bien évident que l'évolution des critères d'orientation en ESAT aura un impact indiscutable sur les critères d'ouverture de droit à la hache lorsque la hache est versée en ESAT. C'est quand même, on était sur des procédures un petit peu, enfin, je veux dire, exceptionnelles, hein, dès lors que la hache était versée en ESAT, et notamment sur la définition actuelle de la RSDAE, notamment, comme le texte le prévoit, une personne aurait une activité partagée entre un ESAT et un travail en milieu ordinaire à mi-temps. Aujourd'hui, si on s'en tient à l'arborescence que l'on utilise pour déterminer la RSDAE, dans un cas de figure comme celui-là, il n'est pas sûr que la personne rentre dans le cadre de l'AH. Donc voilà, ce sont des interrogations. Je pense que ça nécessitera des réglages au niveau des critères d'éligibilité à l'AH et également d'une redéfinition dans le cadre particulier du travail dans le domaine protégé de la nature de la RSDAE. Voilà ce que j'ai à dire. Je pense que je n'ai pas forcément été particulièrement clair, je m'en excuse, mais voilà, je suis prêt à répondre aux questions, si tant est que je sois en mesure d'y répondre. Voilà. Merci beaucoup à vous, Didier, pour déjà avoir accepté d'intervenir en tant que MDPH dans un paysage qui, vous l'avez rappelé, est en construction. Donc, c'était une intervention sur des sables mouvants qu'on vous demandait et vous avez relevé le défi. On vous en remercie. Ce qui peut être retenu des trois interventions cumulées, c'est le niveau de complexité finalement de ce plan de transformation, non pas en tant que tel, mais bien pris dans l'écosystème ESAT, c'est-à-dire les ESAT, comme l'a dit l'autre Didier Rambaud, pris dans des interactions déjà nombreuses avec des acteurs diversifiés et pour nombre d'entre eux du milieu ordinaire de vie.
Je vais relayer plusieurs questions qui ont été posées et je laisse tout un chacun répondre. Certaines sont nommément, enfin il y en a au moins une que j'ai vue nommément adressée, en l'occurrence à vous, M. Malnouri. Donc voilà, mais pour les autres, on verra qui veut réagir. La première, de spectateurs anonymes, dont je relais donc l'intitulé, qui s'interroge sur les accompagnements vers le milieu ordinaire qu'ils mettent en place. Donc, j'imagine que c'est un professionnel des AT. Donc, accompagnement vers le milieu ordinaire qu'ils mettent en place depuis un certain temps et qui, en fonction des troubles plutôt psychologiques de la personne accueillie et d'une inconsistance dans leurs souhaits, amène à de vraies difficultés pour l'équipe qui s'engage avec les entreprises et qui doivent trouver une autre personne. C'est un peu ainsi dans notre ESAT, dit cette personne. Donc là, en gros, parce que ce n'est pas précisé souhait de quoi, mais difficulté vers les orientations milieu ordinaire, si je comprends bien le propos tel qu'il est formulé. Et puis, Didier R, tu évoquais tout à l'heure une évolution sociologique des profils accueillis. Donc là, on est ici sur les profils troubles psychiques. Voilà. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières vers l'insertion en milieu ordinaire qui sont constatées, comme dans cet ESAT? Oui, l'insertion milieu ordinaire, pour moi, c'est un exploit de réussir à dire les chiffres de passage du secteur protégé en milieu ordinaire sont très faibles. Ça mesure aussi, je pense, c'est une espèce de miroir de la difficulté que ça représente. Difficulté, pourquoi? Parce que quand je suis en ESAT, j'ai un accompagnement médico-social, on a un TEPSAN médico-social. La plupart des ESAT ont une infirmière, ont une psychologue, ou un psychiatre. J'ai un moniteur qui a été formé ici à l'accompagnement. Passer en milieu ordinaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis dépossédé de tout cet accompagnement qui est autour de moi et là, je suis lancé dans le grand bain, dans une entreprise, avec des conditions d'accueil qui ne sont pas toujours excellentes. L'image que se fait Monsieur Tout-le-Monde handicapé, et là, il y a une responsabilité de la part des acteurs de handicap, elle est assez péjorative. C'est un handicapé, oh là là, ça fait peur, un handicapé, c'est pas capable, c'est pas compétent. Je ne vais pas plus loin parce que je dirais des choses désagréables, mais que j'entends dans les entreprises. C'est-à-dire que les parcours sont très, très compliqués à faire en milieu ordinaire. Une personne qui a passé 5, 10, 15 ans en ESAT, c'est rare qu'elle exprime le besoin d'aller en milieu ordinaire. La plupart des personnes qu'on voit vouloir aller vers le milieu ordinaire, c'est ces publics qui arrivent, là, on parlait tout à l'heure de la précarisation, de la pauvreté, etc. Ce sont des personnes qui ont eu des difficultés sociales relativement importantes. On sait qu'il y a une porosité importante entre précarisation et puis handicap psy. Et donc, on a ces jeunes qui arrivent de 20, 22 ans, qui ont loupé leurs apprentissages. Je prends toujours un exemple, mais qui est représentatif. Si mes parents ne savent pas lire et écrire, ça va être compliqué pour moi. Je vais d'échec scolaire en échec scolaire, je vais me retrouver en ESAT. On les reprend, nous, en ESAT à 20 ans, on a des parcours, on fait relire, on fait écrire des personnes, et qui se disent, eux, d'une façon très crue, mais moi, je ne suis pas comme les autres, je ne suis pas comme les autres personnes qui sont dans l'ESAT, et moi, j'ai envie de sortir de l'ESAT, j'ai envie d'avoir une vie comme tout le monde. Mais ça, c'est une infime minorité. Et donc, pour les autres, effectivement, c'est le parcours du combattant, et en plus, avec des profils psychologiques, avec des gens qui ont des maladies, qui sont stabilisés, et pour lesquels il peut y avoir des compensations qui se font, et à ce moment-là, on a d'énormes problèmes avec l'employeur. Mais je pense aussi que l'accueil en entreprise va être beaucoup plus travaillé. Et aujourd'hui, quand on dit que en fait, aux professionnels des AT d'accompagner ces personnes dans le milieu ordinaire, je pense qu'au départ, c'est pas notre métier. En plus, à moyen constant, si on en a parlé plusieurs fois, ça devient une performance. Mais c'est une performance, effectivement, de sortir d'un ESAT et d'aller en milieu ordinaire. Ok. Alors, on aura l'occasion dans d'autres séances, justement, à essayer de questionner comment, un peu en écho à ce qui se passe dans le secteur enfance, d'ailleurs, les transformations en cours, parce qu'il ne s'agit pas, c'était un peu ce qu'on disait tout à l'heure en micro, il ne s'agit pas uniquement de faire demain tout ce qui se fait aujourd'hui, plus ce qui est prévu dans la transfo, mais bien d'essayer de penser une transformation globale, y compris un défi majeur qui est confié non pas aux seuls ESAT, mais à l'ensemble du secteur médico-soc, que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire un enjeu sociétal d'essayer d'agir pour rendre le milieu dit ordinaire plus accueillant, moins stigmatisant, moins disqualifiant pour les personnes. Et là, on sait tous à quel point l'enjeu est majeur et à quel point la route est semée d'embûches, quoi.
Une question destinée donc à vous, Monsieur Malnouri. Quelles sont les connexions entre les MDPH et les services publics de l'emploi visant à favoriser le repérage des candidats se situant dans une zone liminaire de l'emploi protégé et de l'emploi ordinaire? Alors, j'aimerais bien vous dire, vous avez 2 heures, mais en fait, vous avez 2 minutes. Même en 2 minutes, c'est pas que je suis sec sur la question, mais déjà, je pense qu'il ne faut pas fantasmer sur les liens existants entre les MDPH et les partenaires du service public de l'emploi, qui sont… Alors, je ne veux pas dire qu'ils sont très restreints, je dis simplement qu'on a des partenariats plutôt avec un certain nombre de partenaires privilégiés. Bon, dans notre département, les choses se passent plutôt bien, et notamment les partenaires tels que Pôle emploi, Cap emploi, les missions locales participent aux travaux de l'équipe pluridisciplinaire. Donc, on peut échanger de l'information quant aux besoins constatés, on peut partager justement des informations sur la connaissance des situations en fonction de qui connaît mieux effectivement la personne. On a des personnes qui sont suivies de longue date, par exemple par Cap emploi, qui connaît parfaitement le parcours et qui est tout à fait en capacité de nous donner des informations. Une chose est sûre, c'est que, on n'a pas de classification aussi précise, c'est-à-dire qu'on traite globalement sur des besoins et sur des demandes d'une part, mais également sur des besoins d'orientation professionnelle. Ça ne veut pas forcément dire que les personnes sont repérées particulièrement, qu'elles arrivent avec une classification de leur niveau de difficulté d'insertion professionnelle dans le milieu ordinaire. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait de manière un petit peu empirique, qui va dépendre largement des contacts et des habitudes de travail qui existent entre les MDPH et les partenaires du service public de l'emploi. Bon, voilà, c'est vraiment du cas par cas. Je n'ai pas de réponse générale, je n'ai pas de réponse, comment je peux dire, théorique absolue sur la question. Ouais. Et ce, d'autant plus, et ça, c'était un point auquel je songeais en vous écoutant tout à l'heure, que l'importance des masses populationnelles concernées a été rappelée tout à l'heure, tant au niveau national qu'au niveau Grand Est. Agnès Gerbeau disait tout à l'heure, 98 ESAT, 11 500 personnes concernées, c'est ça. Mais de fait, et là, Monsieur Malnouri, vous êtes mieux placé que la moyenne pour le savoir, en termes d'orientation, c'est bien plus. Et on avait travaillé au niveau du CREA il y a quelques années sur une étude globale sur le non-recours aux droits des personnes en situation de handicap, en l'occurrence celles qui reçoivent des droits ouverts par la CDAPH avec une notification en bonne et due forme vers un établissement médico-social, et on avait pu établir, alors pas dans votre département, un autre, mais au sein des ESAT, c'était 1 personne sur 2 qui recevait une notif qui n'allait jamais cogner à la porte de l'ESAT. Alors la question du pourquoi est extrêmement complexe à régler, il y a tout un rapport d'études qui est là-dessus, donc il n'y a évidemment pas une cause unique, mais quand on raisonne en termes d'accompagnement des parcours, et notamment sur ces publics, je ne sais plus quel était le terme, limitrophe, liminaire, qui était utilisé, on voit bien toute la complexité ici de la chose. Je vous laisse réagir si vous voulez. Oui, non, mais simplement, je pense que là, pour le coup, il y a une réponse assez facile. Aujourd'hui, une personne orientée en milieu ordinaire de travail va bénéficier dans sa recherche d'emploi d'un accompagnement par les dispositifs, par Pôle emploi ou par Cap emploi, à partir du moment où elle est reconnue travailleur handicapé. Une personne orientée en ESAT n'est suivie et accompagnée par personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes orientées en ESAT ne sont pas dans le champ de compétences de Cap emploi, ne sont pas dans le champ de compétences de Pôle emploi. Les dispositifs d'accompagnement, c'est-à-dire que je pourrais qualifier d'accompagnement, de placement, je ne sais pas comment on peut les… dès lors qu'une personne bénéficie d'une orientation en ESAT, n'existe que rarement. Ça existe dans certains départements, y compris dans certains départements de la région Grand Est, mais uniquement dans certains départements. Dans les autres, une personne orientée en ESAT doit se débrouiller toute seule pour contacter les ESAT et pour rechercher elle-même la solution à la réalisation et la mise en œuvre de son orientation. Donc là, pour moi, il y a un véritable problème, c'est-à-dire que sur le champ de l'accès à l'emploi, les personnes bénéficiant d'une orientation vers le milieu protégé sont moins bien servies
que le travailleur orienté vers le milieu ordinaire. Ok. Alors, l'heure tourne. Je vais essayer de relayer quand même, parce que les questions sont posées et ça serait dommage qu'elles n'aient pas de réponse. La suivante est posée, est assez technique finalement. Je pense qu'elle peut trouver une réponse relativement brève. Elle concerne les personnes hébergées en foyer d'hébergement. La personne en question dit, voilà, aujourd'hui, la place en foyer d'hébergement nécessite de travailler en ESAT. Est-ce que les personnes qui sont hébergées en foyer d'hébergement pourront également bénéficier de ces emplois mixtes, ESAT plus milieu ordinaire ou ESAT plus entreprise adaptée? Oui, la réponse est oui. Tout à l'heure, M. Manoury se posait la question de savoir le maintien de l'âge de la RSDAE. Donc, normalement, elle sera actée aussi en cas de parcours mixte. Donc, normalement, la réponse est oui. Très bien. Voilà. C'est court. Là, je dirais que tout dépend de l'orientation et de l'agrément qui a été donné pour la structure d'hébergement en question. C'est-à-dire que oui, bien sûr. Ça me semble une absurdité de conditionner un accès à l'hébergement à un travail en ESAT. Parce que je pense qu'il faut effectivement que les structures évoluent de ce point de vue-là, parce qu'on a de plus en plus de personnes qui travaillent à temps partiel, on a de plus en plus de personnes qui peuvent être, par exemple, en arrêt assez long. Donc, il faut impérativement trouver des solutions pour faire évoluer la réponse et non pas conditionner, je dirais, l'accès au travail à la solution d'hébergement. Enfin, ça me semble, là, pour le coup, ça me semble une absurdité. Ouais, et ça fait complètement écho, pour le coup, à l'ouverture de l'Agence régionale de santé tout à l'heure, pour dire, voilà, c'est bien un plan de transfo global qui est à considérer. Ne pensez-vous pas que les amendements Creton durent, car aucune place ne se libère en ESAT, et que les agréments gelés, empêchent les jeunes adultes d'intégrer des structures adaptées, ce qui pousse les IME à demander une nouvelle étude du dossier et une orientation en foyer. Je pourrais même reformuler ça, une orientation par défaut. Bon, il me semble que ça a été dit à peu près dans les mêmes termes tout à l'heure. Là, effectivement, la réponse est oui. Enfin, je n'ai pas de réponse à cette question. C'est effectivement le constat que fait la personne qui pose cette question. Porte en lui-même la réponse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la cause est multiple. C'est effectivement la saturation peut-être la saturation par contre des solutions existantes, le turnover restreint, effectivement, le fait qu'il y ait très peu de sorties vers le milieu ordinaire fait que du coup, ça réduit d'autant le nombre d'admissions possibles. Enfin, les critères sont multiples. Les critères sont multiples. La qualification aujourd'hui indispensable ou nécessaire compte tenu de lié à l'évolution de l'activité des ESAT également, qui fait que les moins performants sont quand même en difficulté pour retrouver effectivement un ESAT en capacité de leur permettre d'adapter un travail correspondant à leur faible capacité. Donc voilà, c'est un concept global, c'est un constat global d'une situation. Je n'ai pas de réponse particulière à faire. Moi, j'aurais peut-être une question, par contre, plutôt adressée à Didier Rambaud. Tu évoquais tout à l'heure, Didier, dans l'enquête qu'a diligentée Handicat pour épauler ou aider, assister la mission IGAS auprès de tes adhérents. Tu disais 0,47% de personnes accompagnées vers le milieu ordinaire d'emploi et 5% de personnes souhaitant y aller. Et du coup, alors on est d'accord, c'est très très peu, c'est une infime partie, et d'ailleurs c'est la conclusion qu'a repris in extenso l'IGAS en disant que si on atteignait 5%, ça serait déjà beau. Mais finalement, alors c'est peut-être, je ne sais pas, de la résignation que de dire ça, mais est-ce que finalement travailler pour ces 5%, 5% de 11 500, ça fait, j'ai fait le calcul tout à l'heure, un peu plus de 500 places, ce qui est évidemment trop peu par rapport à la demande, mais ce qui serait déjà ça. Bref, est-ce que, en regardant le verre demi-plein, cette réforme en cours vise pas aussi à apporter en tout ou partie, plutôt en partie qu'en tout, une réponse aux problèmes qu'on vient d'évoquer? C'est pas pour autant qu'on va modifier les publics qui sont chez nous. On ne va pas nécessiter de vocation, je dirais, à aller vers le milieu ordinaire. Les chiffres sont tels qu'ils sont. J'ai bien aimé M. Manoury qui disait, mais finalement, cette réforme oriente énormément de moyens vers donc l'accès au milieu ordinaire,
alors que ça va être réservé à un très petit nombre. C'est une question qu'on se pose aussi, de dire toute cette orientation de crédit, d'action, de moyens se fait pour très peu de personnes. Bon, je pense que les vieux démons ne sont pas complètement éteints, ils sont toujours là. Et nous, on a peur que ça redémarre. C'est-à-dire qu'une nouvelle fois, on reparle d'un virage inclusif, ou encore une fois, on aurait une vision extrêmement réductrice de cette inclusion, où on reparle du milieu ordinaire. Je préférerais qu'on donne des moyens. Quand on voit le FATEGA, j'en ai parlé tout à l'heure, avec des moyens très limités, on ne s'oriente pas vers ça. Alors, bon, nous, on est content. Pourquoi on est content de ce plan de transformation? Il ne transforme pas tant que ça, il faut reconnaître. Mais simplement, c'est notre légitimité qui a été rappelée. C'est ça qui est important. Quand on a failli disparaître et qu'on renaît presque de ses cendres, on est extrêmement satisfait. Les mesures vont dans le bon sens, mais avec, encore une fois, cette notion de milieu ordinaire. On n'a pas le temps, mais je pense qu'il y a deux conceptions fondamentales qui s'opposent, deux conceptions du handicap. Celle qui est anglo-saxonne, qui dit le problème du handicap, c'est un problème d'environnement, c'est un environnement de s'adapter. Et puis, notre vieille vision européenne qui dit le handicap, c'est un problème personnel et médical, et la réponse qu'on apporte, c'est la politique des quotas. Et ça, c'est ces deux visions actuellement qui s'opposent, et c'est la raison pour laquelle on a encore eu un rapport extrêmement négatif de la part de l'ONU. Et la tentation du gouvernement était d'aller vers cette vision anglo-saxonne, qui est d'ailleurs la vision de l'ONU, qui s'impose à la France, en tout cas la vision européenne. Mais on a ça quand même qui est derrière nous, il ne faut pas l'oublier, quoi. Ça reviendra. Quand je dis que les craintes n'ont pas disparu, elles sont là aussi, hein, elles existent là aussi, quoi. De dire, c'est le handicap né d'une adaptation de l'environnement. Si on règle tous les problèmes d'environnement, il n'y a plus de handicap. D'ailleurs, c'est des notions qui sont soutenues par la DFCA, c'est-à-dire les handicaps moteurs en particulier. Mais ça ne marche pas pour le handicap psy, ça ne marche pas pour le handicap mental. Alors, une question qui est presque la traduction en termes de plateau technique des questions politiques que tu viens d'aborder. De spectateurs anonymes, toujours. Ne pensez-vous pas que la disparition des ETS à l'ESAT au profit des moniteurs d'atelier, donc des éducateurs techniques spécialisés à l'ESAT au profit des moniteurs d'atelier, rend difficile l'accompagnement en milieu ordinaire? Alors, je serais presque tenté de la reformuler. Moi, j'avoue que je n'avais pas notion que les ETS disparaissaient. Est-ce qu'au niveau d'handicap, il y a des vues là-dessus, au niveau de l'ARS peut-être, enfin voilà, l'évolution des plateaux techniques, et puis dans cette mission qui, pour marginale qu'elle soit, si je reprends ton point de vue, reste réelle, voilà, quel est le rôle de la structuration des plateaux techniques là-dessus? Il y a l'évolution effectivement des plateaux techniques. Je disais, hein, la grande révolution, c'est aujourd'hui un ESAT propose des niveaux de compétences et de prestations quasiment équivalents au milieu ordinaire, parce qu'on s'est positionné sur le marché concurrentiel. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des professionnels. Si je fais de la blanchisserie, si je fais de l'espace vert, du nettoyage, de restauration, il nous faut véritablement des professionnels de ce métier-là pour pouvoir encadrer les personnes. Et c'est vrai que ça se fait peut-être un peu au détriment des ETS. La réponse, encore une fois, c'est la formation. Il existe un TMA, c'est-à-dire un titre de moniteur d'atelier, qui est une très bonne formation, qui se déroule sur une année en alternance et qui va reprendre donc, toutes ces notions d'accompagnement, qui met un éclairage très important sur la notion d'accompagnement, puisque, encore une fois, ce n'est pas forcément dans les compétences premières des moniteurs d'atelier au départ. Mais la réponse, c'est la formation. Former les moniteurs donc, à l'accompagnement, mais il existe encore des ETS dans les ESAT. Mais c'est vrai que ce n'est pas non plus le premier choix des ETS que d'aller en ESAT. Mais il ne faut pas me demander pourquoi, parce que là, j'aurais une réponse qui froisserait. Bon, on ne va pas le demander, alors on va travailler un peu le consensus en cette fin de séance. Une question sur la MISP. Une personne nous dit, pour moi, la MISP et la mise à disposition sont deux choses différentes. L'une concerne les stages dans les AT et sera remplacée par le PMSP, mais l'autre concerne la mise à disposition de travailleurs handicapés dans les entreprises extérieures. Est-il prévu que cela disparaisse dans les futurs décrets? Non. Il y a deux choses, puis je vais répondre aussi à M. Mannouri. Je n'ai pas dit que forcément les MISP disparaîtraient définitivement. Là, ils sont en train de regarder l'articulation entre les MISP et puis les PMSNP. MISP et PMSNP, c'est des mises en situation. MISP, c'est mise en situation en ESAT, et PMSNP, c'est beaucoup plus large, mais ce sont des mises en situation aussi. Le seul intérêt des PMSNP par rapport aux MISP, c'est leur durée qui est plus longue. Bon, voilà, c'est ça. La mise à disposition, non, c'est un système, c'est un moyen qui donnait aux ESAT donc, de pouvoir préparer
un accueil au milieu ordinaire. L'objet d'une mise à disposition, c'est bien donc l'accès au milieu ordinaire. Et on le prépare donc, par le biais de ce contrat de mise à disposition sur 1 an, 2 ans, 3 ans, avec une information d'ailleurs auprès des MDPH, et avec un accompagnement donc, du travailleur qui, pendant la mise à disposition, reste effectivement dans les effectifs et est suivi par les ESAT. Et normalement, l'aboutissement de tout ça, c'est l'embauche. Le problème, c'est que le système il a été considérablement dévoyé et on s'en sert actuellement comme une main-d'œuvre bon marché mise à disposition des entreprises. Je sais que je choque en disant ça, mais c'est une réalité. Hein. Normalement, une mise à disposition doit se faire sur des critères non lucratifs, ce qui est rarement le cas. Donc, il y a une confusion aussi souvent, mais je ne vais pas rentrer non plus dans ce là entre les mises à disposition et les contrats de sous-traitance avec mise à disposition de personnel intérieur. Mise à disposition, c'est pour l'accès au milieu ordinaire et c'est vraiment un très bon dispositif. Donc là, il va être renforcé avec des facturations un peu plus larges. Mais il n'est pas du tout remis en cause et ça n'a rien à voir. C'est bien pour les personnes qui sont dans les ESAT d'accéder au milieu ordinaire. OK. Question sur la PMSP toujours. Pourrons-nous faire plusieurs PMSP, un stage découverte plus un stage de consolidation? Oui, ça sera délivré, on l'a vu, par les services publics à l'emploi. Je pense qu'il n'y a pas de difficulté pour les renouveler. Tout ça, là, je pense qu'il y a une discussion, ça va se passer aussi au niveau des MDPH, pour voir entre Pôle emploi et MDPH comment on va s'articuler ces notions de MISM et de PMSMP. Donc, ça reste à définir, mais je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas, quoi. OK. Alors, une remarque maintenant, plus une question. À mon sens, nous dit monsieur ou madame Sania, une intégration en milieu ordinaire de travail est possible dès lors que la personne en manifeste le souhait et en a les capacités, mais elle prend du temps. En moyenne, 1 an pour une intégration efficiente et sécurisée pour la personne. Sur un effectif de 39 ETP, nous parvenons à mener ce type de projet vers le milieu ordinaire de travail, donc pour 1 à 2 personnes par an. Et à nouveau, donc, la question des moyens complémentaires qui est estimée donc nécessaire pour déployer ces accompagnements et qui rappelle cette personne ne peut pas convenir à toutes les personnes accueillies en ESAT, donc finalement un témoignage globalement convergent avec le point de vue exprimé tout à l'heure, me semble-t-il. Oui, mais ça, c'est un ESAT qui est performant, parce que sur un effectif de 39, sortir 2 personnes en milieu ordinaire par an, c'est-à-dire que là, il y a véritablement une politique d'accompagnement extrêmement puissante. Alors, je crois que le rapport, il en parle, il y a une association qui s'appelle Messidor en France, dont l'objectif, c'est ça. Il y a même une section d'entrée. Ils ne travaillent qu'avec des personnes handicapées psy, et leur but, c'est vraiment de les faire accéder au milieu ordinaire. Et leur taux de réussite, il est de l'ordre de 10%. Donc forcément, c'est des démarches qui sont extrêmement longues, extrêmement coûteuses, et on marche un petit peu là, le plan de transformation marche un peu sur la tête, puisqu'on a décidé que l'accompagnement de ces personnes vers le milieu ordinaire aujourd'hui ne serait plus réalisé par les plateformes d'emploi accompagné, mais par les ESAT, et le tout à moyen constant. Donc, ce n'est pas de nous faciliter la tâche. Dernière question, remarque posée dans le chat. On parle beaucoup de la transformation des ESAT. Qu'est-ce qui est prévu pour faire évoluer les dispositifs d'accompagnement des entreprises? Donc là, finalement, on est sur une question qui touche l'adaptation de l'environnement que nous avons évoqué tout à l'heure. Alors, on va avoir un grand blanc. On connaissait le grand bleu jusqu'à présent, mais donc le grand blanc. Il y a, je veux dire, les dispositifs d'emploi accompagné qui aujourd'hui existent, ce que j'évoquais tout à l'heure, mais qui, avec un nombre de suivis potentiels proposés au niveau national qui est, à mon avis, très, très éloigné des besoins réels. Donc, et puis même dans le cadre de l'emploi accompagné, on a suivi une expérience intéressante à ce niveau. C'est vrai que ce n'est pas pour autant que l'accès, que l'intégration du salarié dans le milieu ordinaire reste possible néanmoins, dès lors que le besoin d'accompagnement dans l'emploi est extrêmement élevé. Enfin, je veux dire, souvent, ça peut être contre-productif. Donc, je pense qu'effectivement, c'est une problématique en soi. Ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'écart entre le nombre de prescripteurs potentiels et les solutions réellement mises en œuvre au niveau national
Et non, enfin, genre, là, on voit tout de suite un tel écart que c'est pas sans poser question. Enfin, voilà. Alors, je veux bien compléter. Effectivement, M. Malnouri met en avant une vision nationale quand même pour dire que justement sur le Grand Est, s'il y a un bon succès, c'est quand même celui des dispositifs d'emploi accompagnés. On est une des premières régions à les avoir déployés aussi massivement. On a augmenté les files actives de manière très importante sur les dernières années. Ces dispositifs vont désormais fonctionner en plateforme qui va permettre, quand il y en a plusieurs dans un même département, ce qui peut arriver, d'être extrêmement synergique autour des personnes. Après, je ne sais pas si la question qui était posée tout à l'heure visait autre chose, mais en tout cas, sur le Grand Est, on peut se féliciter, me semble-t-il, des résultats de l'emploi accompagné, notamment au vu des statistiques de maintien dans l'emploi ou de durée de l'emploi après, qui montrent qu'il y a des personnes dont le projet professionnel, alors ce ne sont peut-être pas effectivement des personnes qui sortent des AT en première intention, mais ces personnes qui rentrent dans ces dispositifs-là ont des perspectives de professionnels fixes qui sont quand même relativement intéressantes et avec des bons résultats, en tout cas pour le Grand Est. Après, au niveau national, effectivement, je m'en remets à ce que vient de dire M. Malnouri. Ok. Merci beaucoup. Écoutez, on a un petit peu débordé l'heure prévue, mais c'est que les questions étaient nombreuses, donc on va remercier beaucoup nos intervenants. Merci vraiment à vous pour avoir ouvert cette web-série. Merci également aux personnes qui ont posé des questions et contribué à faire vivre le débat. Madame Gerbaud, un petit mot de la fin ? Merci pour la richesse de ces échanges et des questionnements qui ont suivi. On voit bien, finalement, je retrouve là sur la thématique de la transformation des ESAT, des débats qu'on a sur, comme M. Malnouri l'a rappelé, sur plein d'autres champs de la transformation médico-sociale dans le cadre d'une société qu'on souhaite différente à certains égards pour les personnes en situation de handicap. On voit bien que finalement, on recherche tous ensemble des points d'équilibre pour les personnes elles-mêmes, qui effectivement à des moments sont des objets de traitement, d'outils, de procédures, de process, de cadres de gestion, de codes de gestion, mais qui nous interpellent aussi sur notre co-responsabilité, sur notre capacité à nous coordonner avec des moyens contraints, ça a été rappelé à plusieurs reprises. Et donc je pense que voilà, c'est ça sur quoi il faut travailler. Notre objectif collectif, c'est que nos exercices justement collectifs, nos organisations puissent répondre à la très, très grande diversité des situations individuelles et des parcours individuels. Et c'est ça qui nous challenge depuis ces dernières années et je pense qu'on n'a pas fini. Voilà. C'est certain. On n'a pas fini non plus la web-série. On vous donne donc rendez-vous vendredi prochain, 14h, donc vendredi 6 mai à 14h, pour resserrer la focale sur la question de l'orientation vers les AT à tous les âges de la vie. Et à nouveau, un grand merci à vous, Didier Malnouri, Didier Rambaud, Agnès Gerbaud. Merci et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci.